T'as raison. Alors, du coup, donc, aujourd'hui, comme sujet, nous avons préparé pour vous la présentation de Data Mapper, qui est une fonctionnalité présente dans le studio Talend. Bien entendu, il y a des conditions pour accéder au Data Mapper. L'idée aujourd'hui, c'est de faire une introduction à cet outil qui est, pour ma part, peu connu, voire même sous-utilisé, compte tenu de toute la puissance et tout l'avantage qu'on peut en tirer. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler de Talent Data Mapper, des avantages, des limites, dans un rôle consultant client. Donc moi, j'aurai le rôle du consultant et mon collègue ici présent, Sylvain, a le rôle du client. Donc, le but de cette session, ou du moins de la capsule formation, comme l'a dit Xavier en introduction, c'est d'avoir un format court, mais ciblé sur une techno, euh, une approche concrète basée sur les réalités du terrain. Donc, c'est par rapport à ce qu'on voit sur le terrain qu'on propose des ateliers dans cette capsule formation. Et on est dans un cadre de co-construction client-consultant. Donc, on a pris le temps en amont, les semaines précédentes, de préparer notre sujet et de venir vous le présenter. Alors, donc, le déroulé de la session va se passer comme suite. Nous allons présenter le contexte client. Donc, ça sera Sylvain qui va prendre la parole en ce moment, qui va présenter son contexte, qui va nous présenter ses problématiques, donc pour une durée d'environ 5 minutes. Nous aurons ensuite la présentation de la techno. Donc, quelles solutions par rapport à ces problématiques doit être proposée, ou en tout cas est proposée par le consultant. Puis, quel est l'intérêt métier d'utiliser cette techno à la fois pour une équipe métier, mais aussi pour les développeurs, parce que on a les deux profils qui sont aussi impliqués dans la décision et dans le projet. Nous allons voir ensuite un cas pratique d'une durée d'environ 20 à 25 minutes. Et enfin, les avantages et les limites de la techno qui est présentée. Puis, nous pourrons passer aux questions-réponses et aux mots de fin. Du coup, Sylvain, je te donne la parole pour présenter. Excusez-moi. Alors, juste, du coup, on fait comment? Je prends la main. Venu, tu passes les slides, ça sera quand même plus simple. Tu me dis, je déroule et Très puis bien. tu fais ton speech. Yes. Très bien. Bah, bonjour et merci Franck pour cette introduction. Hein. C'était très, très descriptif. Ça permet bien de mettre un petit peu les deux pieds dans le plat de la formation. Donc, en tant que client, en fait, le contexte dans l'utilisation des outils Talend, nous, nos besoins, ils évoluent constamment. On a constamment des nouveaux flux qui doivent arriver. Là, on en a encore de nouveaux. Et progressivement, ils gagnent en complexité. Et la gouvernance de nos flux se complexifie aussi avec tout ça. Nos flux à venir vont être de plus en plus on va dire, complexes et devront demander une conformité accrue. Et du coup, on a besoin d'accompagnement par rapport à la méthodologie d'ingestion de ces données. Et aussi nous accompagner, car nos équipes actuellement, elles passent beaucoup de temps en fait, à faire de la maintenance, à créer de nouveaux flux. Si tu veux, tu peux passer à la prochaine slide d'ailleurs. Et en fait, nos flux actuellement, c'est beaucoup de jobs pour un objet métier, par exemple, c'est un job. Pour tester un mapping, on doit lancer un job ou plusieurs jobs. On fait souvent des structures depuis zéro, from scratch. Et on a une fiabilité moyenne finalement de nos flux qui sont copiés-collés, répétés, parce que les TMAP, ils sont
c'est du tmap. Donc il n'y a pas vraiment de référentiel de mapping. Donc on passe notre temps en fait à faire des copies dans tous les sens. Donc on espère qu'il y a une solution pour ça. Et on a besoin du coup, nous, de pouvoir centraliser ces mappings. C'est vraiment un enjeu pour nous de pouvoir avoir un seul point d'ancrage pour ces mappings. Et aussi limiter la prolifération des jobs métiers, ou au moins du coup limiter l'impact du nombre de jobs métiers. Réutiliser des formats existants. Quand je parle de ça en fait, vu qu'on va utiliser du SAP, on n'a pas envie de tout recoder. Donc on espère que l'outil nous permettra de pouvoir gérer ces formats. Et aussi augmenter la gouvernance, du coup améliorer encore plus la gouvernance de nos flux. Et fiabiliser effectivement les données pour le métier. Tu peux aller à la slide d'après. OK. Donc il y a deux, on va dire, chez nous, on a 2 attentes qui se passent pas au même niveau. On a les attentes au niveau, de notre DSI, de la DSI, et les attentes au niveau du métier. Chez nous, en fait, on a besoin de rationaliser, en fait, la maintenance, parce que ça nous coûte très cher à la fin de maintenir tous ces objets éclatés dans le système. Et on a besoin de prouver davantage le retour sur investissement de développement. Et en plus, effectivement, de permettre de garantir une meilleure conformité pour nos flux qui vont arriver justement avec du SAP. On va avoir de la logistique, on peut avoir de la santé aussi derrière. Donc, c'est des choses vraiment très importantes pour nous. Et pour le métier, ça va être vraiment de rassurer les équipes, de rassurer les différentes directions, de pouvoir d'avoir moins d'allers-retours, ou que ce soit plus fluide en fait avec les différentes équipes. Et garantir encore une fois vraiment, c'est l'aspect qui est valable pour les deux directions, on va dire, enfin les 2 pôles. C'est la conformité des flux et redonner confiance aux équipes par rapport aux flux de données qui actuellement, ça arrive assez régulièrement qu'on ait un flux qui saute, et derrière, c'est différentes équipes qui doivent voir différents jobs. Enfin, c'est un peu le foutoir. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir une solution à me proposer, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très bien. Donc, je reprends un peu tout ce que vous nous avez décrit comme problématique et comme attente. Euh, pour ma part, pour, pour reprendre ce que vous avez dit, vous avez un problème d'intégration de données entre plusieurs systèmes d'information. Vous utilisez des formats hétérogènes, donc de type XML, CSV, JSON et d'autres formats. Je suppose EDI aussi. Vous avez un problème aussi dans la complexité des mappings de vos données, parce que vous avez, du fait d'avoir différents formats de données complexes, cela ajoute une complexité au niveau développement pour déjà faire interagir les différentes sources de données et les cibles aussi, et aussi dans la création des mappings, parce que vous avez des profondeurs dans la structure de vos données qui complexifient leur utilisation. Vous avez aussi la difficulté à gérer les documents multiboucles. Donc, lorsqu'on a plusieurs itérations d'une donnée dans vos documents, vous avez du mal à les traiter. La difficulté des transformations avancées également fait partie de vos problématiques, de ce que j'ai noté, et les règles métiers complexes à implémenter par rapport à vos différents formats de données. Et donc, cela vous apporte différentes contraintes, donc, que j'ai notées en 3 points. Travailler avec des structures complexes, avoir un outil facile à prendre en main et accélérer les développements. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et on aura aussi un petit peu de SAP iDoc dans le lot. Donc voilà, on a vraiment une multitude, une explosion du nombre de formats au final chez nous. Donc c'est très bien résumé. Très bien. Alors, pour ce que vous avez décrit comme besoin et comme problématique, moi, je ne vois qu'une seule solution là présentement à vous proposer,
c'est l'utilisation de Talend Data Mapper, puisque vous avez déjà une solution Talend que vous utilisez en interne. Et dans cette solution Talend, il existe une fonctionnalité qui s'appelle le Data Mapper, donc qui est une fonctionnalité qui est déjà embarquée dans votre outil Talend, dans votre outil de développement précisément, Talend Studio, et donc vous pouvez l'implémenter. Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez entendu parler? J'ai vu un truc passer dans mon studio un jour, je ne saurais pas vous dire, j'ai cru voir une vue, une perspective que j'utilise pas aujourd'hui encore, et ça m'évoque quelque chose, oui. Très bien. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que Talent Data Mapper et en quoi cela peut vous être utile. Parce que il y a de réels avantages à utiliser cet outil pour accélérer vos développements et fiabiliser la lecture de vos structures, quelle que soit la complexité de la structure que vous avez à utiliser. Et vous m'avez parlé des systèmes SAP que vous avez et aussi de la difficulté à lire des IDOC qui proviennent de ces systèmes SAP. Et je peux comprendre la difficulté de lire les formats SAP, parce que ce n'est pas des formats standards qu'on retrouve partout dans tous les systèmes ou qu'on utilise facilement. Et donc, On est qu'est-ce d'accord. que Talent Data Mapper? Alors, c'est un outil de mapping, comme on peut le voir dans Talent Studio avec le TMAP. Je vais faire un peu la corrélation avec le TMAP qu'on connaît tous, qui nous permet de mapper des sources et des cibles avec différents schémas. Donc, Talent Data Mapper, c'est un outil de mapping. C'est une fonctionnalité présente dans la perspective Talent Studio qu'on active et grâce à cette nouvelle fonctionnalité ou à cette fonctionnalité qui est déjà présente dans votre studio, vous pourrez mapper différents formats de données avec leur complexité qui est prise en charge et qui vous facilite la vie et qui vous simplifie un peu le travail au quotidien. Donc, Talent Data Mapper vous permet de mapper des enregistrements de données et de documents complexes, tout en exécutant des transformations. Vous pouvez aussi rajouter de la transformation dans vos mappings. C'est un outil graphique, comme on le connaît dans Talent Studio, qui supporte différents formats. Donc, on pourra le voir tout à l'heure quand je vais vous faire la démonstration de l'utilisation de cet outil. On pourra voir qu'on peut utiliser différents types de formats. Que vous ayez des formats XML, CSV, JSON ou d'autres formats beaucoup plus complexes comme des fichiers délimités ou des fichiers EDIFACT qui sont généralement liés au système de santé, au système utilisé par les hôpitaux. Donc, nous allons pouvoir voir tous ces différents formats et leur facilité d'utilisation dans Data Mapper. Alors, quel est le positionnement par rapport à ce que vous avez déjà comme solution Talend? Donc, Data Mapper se positionne à la toute fin de vos outils pour vous dire que c'est embarqué au fur et à mesure que vous montez dans la gamme de produits Talend. Vous avez Data Mapper qui est embarqué. Donc, à partir de la solution Data Quality, jusqu'à la solution ESB et Talend Data Mapper est embarqué dans ces différentes solutions, hormis la solution de Data Intégration. Donc, on verra tout à l'heure à partir de quelle licence vous avez droit à Talend Data Mapper. Alors, le fonctionnement, c'est assez simple. Vous avez un outil graphique qui vous permet de lire vos sources de données, et un outil toujours graphique et qui vous permet de définir vos sorties. Et au milieu, entre ces deux éléments, l'entrée et la sortie, vous avez la transformation. Et le composant qui permet de faire cette transformation dans Data Mapper, c'est le THMAP. Donc, on peut voir ici dans la capture d'écran que je vous ai rajoutée
pour la présentation de cet outil, qu'on a une structure d'entrée au format XML, on a une structure de sortie toujours au format XML, mais le format de sortie, il est différent du format d'entrée. Donc, on peut voir ici qu'on a rajouté un attribut dans le format de sortie qui n'est pas forcément présent dans le format d'entrée. Donc, on peut modifier et adapter le format de sortie par rapport à ce qu'on veut faire. Et au milieu, on a de la transformation, on a le mapping qui nous permet de mapper les colonnes d'entrée avec les colonnes de sortie. D'accord. Alors, les différentes limites des approches classiques, donc je vous ai parlé du TMAP tout à l'heure en introduction. Donc, l'une des limites du TMAP, c'est que lorsqu'on a des transformations complexes ou des structures complexes, le TMAP, il devient presque inutile parce que pour l'utiliser, il faudra décomposer avec plusieurs sous-blocs sa structure, ce qui rajoute un nombre de composants important à votre job. Et n'oublions pas qu'il faut respecter les bonnes pratiques de développement. Donc, plus on rajoute de composants dans un job, plus le job il est complexifié, il est difficile à lire, et donc le TMAP apporte une première limite à l'utilisation des formats complexes, ce qui n'est pas le cas avec le composant THMAP. Le code Java, on peut se dire, bon, ma structure, elle est complexe, donc la première facilité et la première approche qu'on pourrait avoir pour un développeur Java, c'est de dire, je vais produire du code Java. Ce n'est pas le but dans Talend de produire du code Java complexe, puisque Talend Studio le fait déjà pour vous. Le but dans l'utilisation de Talend Studio, c'est d'utiliser des composants graphiques et de faire vos mappings et de vous simplifier la vie. Donc, le code Java apporte également une limite dans le mode de travail, et cette approche classique n'est pas recommandée lorsque on commence à produire beaucoup de lignes de code dans Talend. C'est pas la solution. Et il y a aussi une dernière limite que je vois en approche classique, c'est le nombre de composants. Donc, comme je l'ai dit pour le TMAP, on va faire exploser le nombre de composants lorsqu'on est en présence de formats complexes tels que les fichiers XML qui ont des niveaux des niveaux de complexité dans le format. Donc, on va utiliser du TX-File XML Input, du TExtract XML Field, ensuite du TMAP, puis de l'output, et j'en passe, parce qu'on peut rajouter encore d'autres composants. Donc là, je vous ai juste pris un exemple de ce que peut simplifier, de ce qu'on peut avoir dans la simplification. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui déjà, oui. Voilà. Et croyez-moi, cette approche, elle n'est pas forcément mauvaise tant qu'on ne connaît pas la solution existante ou tant qu'on ne sait pas qu'il y a une solution qui existe qui permet de réduire toute cette complexité et de vous faciliter la vie, plus ou moins. Alors, quelle est la valeur ajoutée de Talend Data Mapper? Donc, on l'a plus ou moins compris dans mes premières introductions. Donc, on a une visualisation très claire du mapping, comme on a pu le voir dans la capture d'écran. Je sais quel champ je mappe avec quel autre champ. J'ai une gestion simplifiée des structures complexes. J'ai une réutilisabilité pour les structures connues, comme les formats IPA, des IDOC ou des HL7, qui sont des structures qui sont connues, qui sont standardisées et qui sont systématiquement présentes dans Talend Data Mapper. Donc, au fur et à mesure qu'un nouveau format ou une nouvelle norme apparaît,
cette nouvelle norme est intégrée à Talent Data Mapper. Donc, plus besoin d'aller chercher ailleurs quel est le format pour échanger, par exemple, les paiements entre les hôpitaux, les clients et les systèmes de santé. Tout est déjà présent dans Talent Data Mapper. Donc, vous avez juste à réutiliser les formats existants et à faire vos mappings. Ce qui vous apporte un gain de productivité, parce que le temps qu'il faut passer pour apprendre un format ou pour aller chercher le format et s'assurer qu'on a le bon format, il est déjà gagné avec Talent Data Mapper grâce à ces formats qui sont déjà pré-embarqués dans la solution. Et ce qui apporte moins d'erreurs, évidemment, dans l'utilisation du produit, car tout est déjà préfait, préparé pour vous. Les systèmes complexes, donc j'en ai un peu brossé le sujet. Donc on a des structures comme SAP iDoc, comme vous l'avez, comme c'est votre cas, qui sont assez simples à utiliser avec Data Mapper, les formats médicaux. Aucune modélisation manuelle de ces structures-là, puisque tout est déjà présent. On a un gain en temps qui est phénoménal lorsque vous utilisez Data Mapper avec vos systèmes SAP. Vous allez voir que vous allez gagner énormément en temps et la fiabilité qui s'accroît également sur les questions de conformité réglementaire. Hein. Donc tout ça, on va dire que c'est déjà préparé, c'est préfait et vous n'avez juste qu'à l'utiliser dans vos développements. Les bénéfices pour vous, ben, c'est la réduction du temps de livraison, donc time to market, la qualité des développements, la maintenance qui est simplifiée et aussi fiabilisée, et l'autonomie des équipes. Parce que au lieu de que les équipes de développement prennent énormément de temps pour apprendre un format et l'implémenter, tout cela est déjà fait pour vous et vous gagnez en autonomie pour travailler sur d'autres sujets. Alors, nous arrivons sur le cas d'usage que j'ai préparé pour vous montrer, bon, on a suffisamment parlé de la théorie de Data Mapper, des avantages que cela peut avoir pour vous. J'ai préparé pour vous un cas d'usage assez simple, donc qu'on rencontre généralement dans les projets informatiques lorsqu'on doit travailler avec des structures complexes. Donc, qui sont listés ici. On a les cas, par exemple, d'échanges interapplicatifs. Donc, j'ai des systèmes qui sont différents et chaque système a son format particulier qui doit également communiquer avec un autre système. Avec Data Mapper, c'est assez simple. Vous pouvez les faire communiquer. Vous avez des Swagger, par exemple, des web services au format WSDL. Vous pouvez également les faire communiquer avec des systèmes bases de données, avec des fichiers CSV. Vous pouvez créer ce que vous voulez comme données de sortie ou format de sortie. Alors, ça peut s'inverser. Hein. On peut avoir en amont des fichiers CSV ou des fichiers XML, des fichiers JSON, et produire derrière du XML pour vos Swagger, du WSDL pour vos web services, même des routes de médiation. Donc tout cela, c'est possible. Vous pouvez également échanger rapidement, changer rapidement de présentation. Donc on va voir que d'un simple clic, je peux dire finalement, je ne veux pas le format JSON, je veux plutôt un format XML. Donc, supposons que la cible a changé, mais le format reste pareil. Donc, quand je dis le format, c'est la structure, le schéma de votre système cible reste identique. Mais le format attendu a changé, a évolué. Si vous utilisiez auparavant un format JSON, vous pouvez d'un simple clic dire, bah, comme ça a changé, on me demande maintenant de l'XML, je change mon format et je génère de l'XML. Donc, nous allons le voir, hein,
dans l'exemple que j'ai préparé pour vous. Et donc, je peux également produire des documents multi-boot et faire de l'enrichissement de mes données qui sont produites. Donc, l'architecture, ben, c'est exactement ce que j'ai présenté en amont. Donc, on a une source avec différents types de systèmes et différents formats, la transformation avec Data Mapper et la cible qui peut prendre également différents formats, différents systèmes. Donc, un exemple d'input avec un format XML à différents niveaux. Donc, grâce à Data Mapper, on peut mettre à plat cette structure XML et produire en sortie une table complètement plate du CSV, d'un fichier délimité, ou encore intégrer ces données dans une base de données. Donc, en termes de transformation, on peut intégrer des règles métiers. Donc, une application avec des règles métiers complexes peut être intégrée à Data Mapper. On peut, comme type de transformation, faire de la concaténation de formats et donc être multiplateforme, si on veut, et aussi rajouter du filtrage. Là, c'est juste des exemples de transformation qu'on a, mais il en existe des centaines. Donc, vous avez des fonctions qui sont présentes dans la solution que vous pouvez utiliser sur vos données et faire tout type de transformation qu'il faut. Donc, l'output peut être généré en fonction de vos besoins et avec une forme de un certain niveau de validation de vos données. Alors, dans la démonstration que je vous ai préparée, nous allons voir l'interface de Data Mapper. Nous allons construire un mapping et voir le résultat final. Comme prérequis pour pouvoir utiliser Talend Data Mapper, vous devez d'abord connaître ou avoir à portée de main votre structure d'entrée. C'est le minimum. Ensuite, une fois que vous avez votre structure d'entrée que vous voulez transformer, il faudra également préparer la structure de sortie. Donc, quel est le format attendu en sortie? Quel est le schéma que j'attends en sortie? Donc, il faut le savoir et savoir également est-ce que c'est du JSON que je dois générer? Est-ce que c'est de l'XML? Est-ce que c'est du CSV, etc. Donc, il faut également préparer sa structure de sortie. Ensuite, bien entendu, il faut connecter les deux éléments, l'entrée et la sortie, grâce au composant THMap, mapper les colonnes, importer votre mapping dans un job d'intégration, donc pour faire un peu de l'industrialisation de ce mapping-là, et tester vos mappings et vos transformations pour voir si cela correspond à vos besoins et que les règles métiers sont bien appliquées. Donc ça, c'est le schéma classique d'un déroulé de l'utilisation de Talend Data Mapper. Donc c'est dans cet ordre que nous allons travailler à partir de maintenant. Alors, les concepts de base, c'est un peu ce que j'ai décrit dans le slide précédent. On détermine les structures d'entrée et les structures de sortie, ainsi que le format cible. Donc, pour le mapping, on peut utiliser des fonctions qui sont présentes dans Data Mapper sur les colonnes, sur les données qu'on a en input et gérer d'autres, par exemple, du formatage de dates, de l'agrégation de données, etc. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation pratique de Data Mapper. Hop, excusez-moi. Alors, donc,
Excusez-moi, je vais fermer tout ça. Et on va d'abord présenter l'interface. Alors, pour accéder à Talent Data Mapper, tout d'abord, il faut se rendre à la perspective intégration. Donc, pour afficher le data mapper, dans la perspective intégration, vous allez chercher mapping. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez sur ouvrir. Quand vous ouvrez la perspective mapping, vous avez cette interface qui apparaît. Donc, de ce côté-là, du côté gauche de votre écran, vous avez un peu comme ce qu'on retrouve en intégration, le repository. Donc ça, c'est votre repository du data mapper. Et à l'intérieur, vous avez la zone structure où vous pouvez créer vos structures d'entrée et vos structures de sortie. Vous pouvez créer des sous-dossiers pour chaque type de structure que vous avez, histoire de mieux organiser votre travail. C'est important, surtout lorsque vous travaillez sur différents projets avec différentes structures, différents formats. Il est important d'organiser le travail. Donc, vous pouvez créer un dossier et mettre à l'intérieur vos différentes structures, comme c'est le cas ici. Vous pouvez aussi créer un dossier output dans lequel seront stockées vos structures vous pouvez créer vos structures de sortie. Ensuite, une fois que les structures sont créées, vous avez la partie map ou le dossier maps. Dans le dossier maps, vous allez retrouver vos différents mappings que vous allez réaliser. Puis, vous avez la partie namespace container qui reprend un peu tout ce que vous avez créé dans l'input, donc dans les structures d'entrée. Donc, automatiquement, Data Mapper va créer un namespace container de vos entrées. Vous pouvez également créer vos structures database. Ici, vous pouvez connecter une base de données à Talent Data Mapper qui va lire automatiquement les structures de vos différentes tables que vous allez utiliser directement pour vos mappings. Vous pouvez aussi générer des rapports sur vos différents mappings que vous allez générer. Ici, dans la partie sample, vous avez, en fonction des structures d'entrée, vous avez Data Mapper qui va lire un échantillon de vos données et qui va les sauvegarder ici dans la partie Sample Data. Et vous avez aussi Other Projects. Dans Other Projects, vous avez tout ce qui est prédéfini. Donc, je vous ai dit en introduction que Talent Data Mapper, l'une des puissances de Talent Data Mapper, c'est la réutilisabilité. Et donc, cette réutilisabilité, elle est visible ici, où on a des formats qui sont déjà préparés, déjà embarqués, et vous pouvez juste les sélectionner et les utiliser. Bien entendu, ces formats sont en lecture seule. Donc, pour pouvoir les utiliser, il faudrait pouvoir les copier ensuite dans vos structures d'entrée. Donc, vous pouvez copier cette structure et la coller ici dans la structure pour qu'elle soit disponible en read and write. Donc, vous aurez pleinement accès à ces structures-là. Donc, vous pouvez ici voir différents types de structures qui sont déjà prêtes, que vous pouvez utiliser sans trop fournir d'efforts. Ensuite, vous avez la partie de droite. Donc, ici à droite, on va retrouver les différentes fonctions qui sont disponibles avec Data Mapper. Donc, il y en a énormément. Toutes ces fonctions-là sont classées par famille. Donc, vous avez des fonctions de type général où on pourra faire de la concaténation, où on pourra utiliser des valeurs constantes, où on pourra mapper des valeurs, on pourra même introduire du code Java, on pourra faire de la comparaison logique
sur les données avec les conditions if, else et tout ça, ou plus grand, plus petit, equals, not equals. Vous pouvez également utiliser des fonctions date qui traitent des formats date, faire de l'agrégation, de l'arithmétique, etc. Donc les fonctions sont présentes, vous pouvez les utiliser selon vos besoins. Alors, maintenant, comment ça se passe? Pour créer une structure d'entrée, je vais, comme j'ai déjà préparé un exemple pour vous, je vais reprendre les étapes de création. Donc ici, dans mon dossier input, je vais faire nouveau, structure, et ensuite, je vais sélectionner l'option qui me correspond. Donc, je peux importer une structure qui est déjà présente, donc comme structure d'exemple. Je peux créer une structure manuellement ou je peux hériter d'une structure à partir d'une autre structure qui est déjà présente. Donc, vu qu'on a déjà des structures dans la partie sample data, je peux dire, OK, je récupère une structure déjà présente que je vais adapter, modifier. Donc, nous allons partir sur le plus simple. Donc, nous allons prendre une structure qui est déjà présente sur notre système de fichiers. Donc, ici, ensuite, je vais sélectionner fichier échantillon XML. Vous avez différents types de fichiers que vous pouvez prendre, du JSON, du SAP IDOC dans votre cas, du schéma Avro, si vous travaillez avec des systèmes Avro. Vous pouvez également récupérer vos structures WSDL. Vous pouvez également travailler avec des spécifications OpenAI, donc OpenAPI, pardon, ou encore Edifact. Dans notre exemple, nous allons prendre un échantillon XML. Je vais ensuite sur mon répertoire local, je sélectionne un fichier XML sur lequel je veux travailler. Je fais ouvrir. Ensuite, je choisis l'encodage. Donc, quel type d'encodage correspond mieux à ma façon de travailler? Bon, universellement, on prend de l'UTF-8. Puis, je choisis le nom tel que ma structure sera représentée dans Datamapper. Vu que mon fichier s'appelle Books, donc naturellement, il me propose d'utiliser Books. Je peux dire, on va dire que c'est Books exemple, par exemple. Voilà. Je peux changer le nom qui va représenter ma structure. Je peux également choisir dans quel dossier je vais mettre ma structure. Ça peut être dans le dossier input, et dans le dossier input, si j'ai d'autres sous-dossiers, je peux choisir dans quel dossier mettre ma structure. Et là, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on clique sur suivant, puis sur terminer, et systématiquement, qu'est-ce qui se passe? Le Datamapper, il lit le document que je lui ai passé dans la configuration, il identifie le contenu, donc il affiche ici un échantillon du contenu de mon fichier et la structure de ce fichier-là. Donc, on peut voir qu'il a identifié toutes les colonnes de ce fichier et qu'il me propose ici en échantillon. Et je peux voir, par exemple, si je veux aller dans un élément spécifique de ma structure, en cliquant sur cet élément, je peux naviguer ici dans les valeurs de cette structure. Donc, on peut voir qu'il fait un surlignage en jaune de l'élément que je veux consulter. Si je veux consulter tout le document, je peux cliquer sur la racine du document et là, j'ai tout le document qui apparaît ici. Alors, ça, je pense que ça va être pratique avec les SAP IDOC. Tout à fait, je vous le confirme. Par défaut, la structure, elle est proposée en lecture seule. Mais
il n'est pas interdit de modifier votre structure selon vos besoins. Et donc, en ce moment, vous pouvez sélectionner modifiable et l'adapter. Donc, quand vous cliquez sur modifiable, vous avez une vue qui apparaît à partir de laquelle vous pouvez modifier vos éléments. Par exemple, books, ici, on voit que c'est en l'occurrence 0 too many. Je veux dire, non, c'est en l'occurrence 0,1. Donc, je modifie ici l'occurrence et elle est automatiquement appliquée. Donc, nous, dans notre cas, on est en 0 too many, donc on va mettre -1 qui représente le 0 too many. Donc, je peux dire, par exemple, l'attribut ID, je veux changer le nom, je vais dire ID book. Donc, systématiquement, il modifie le nom de mon élément. Voilà, je peux ajouter ou modifier, faire des opérations d'adaptation si je ne suis pas satisfait de la première lecture qu'il a fait de ma structure. Vous avez entièrement la main pour modifier des choses. Donc, je reviens en lecture seule. Donc, une fois que j'ai terminé, je sauvegarde. Et là, maintenant, je vais dire, OK, j'ai créé ma structure d'entrée. Je peux tout à fait créer ma structure de sortie manuellement. Donc, on va faire simple. Je vais encore revenir ici et créer structure. Toujours, j'importe ma structure depuis mon disque local. Hop. Je vais choisir le même fichier que j'ai utilisé en entrée. Book. Donc, le même format. Et là, je vais dire que c'est book output. Voilà. Et cette structure, je vais la mettre ici dans mon dossier output pour bien préciser que ma structure d'entrée et ma structure de sortie sont dans deux dossiers différents. Voilà, ça permet de séparer, de cloisonner et d'organiser sa façon de travailler. Donc, maintenant que j'ai créé mes structures d'entrée et mes structures de sortie, je vais maintenant passer au mapping. Donc là, je vais créer un nouveau map, hop, comme ceci. Alors, j'ai différentes options. J'ai le map standard qui me permet de prendre une structure d'entrée vers une structure de sortie. Donc, c'est ce qu'il y a de plus classique. J'ai des maps DSQL. Donc, c'est un format de langage qui s'assimile à de l'SQL. Donc, je peux utiliser ce format ou encore, je peux faire du plate hiérarchique. C'est-à-dire que je prends un format d'entrée standard. Ça peut être du CSV, ça peut être de l'XML, ça peut être ce que je veux. Et je mappe également ce format vers une structure hiérarchique. Vous voyez? Donc, je peux avoir un autre format hiérarchique en sortie. Ou encore, un map d'aplatissement. Donc, le map d'aplatissement, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? C'est que j'ai ma structure d'entrée qui est une structure très complexe, mais avec différents niveaux. Et je veux pouvoir aplatir cette structure, donc segmenter ma structure d'entrée en plusieurs structures de sortie. Donc, par exemple, je vais prendre, hop, je vais vous présenter ce fichier-là. Donc, dans ce fichier, on voit qu'on a une structure qui est complexe, avec différents niveaux. On a la partie actor, qui décrit un peu les informations d'un acteur. On a la partie film, qui décrit également les informations d'un film. Et on a la partie catégorie. Supposons que je veux créer différentes tables, une table acteur, une table film et une table catégorie. Donc, avec le plate DSQL, donc map d'aplatissement, je vais pouvoir sortir chaque bloc
de ma structure dans des tables différentes. D'accord? Et c'est un des exemples que je vous ai préparé qu'on va voir. Donc, on va partir sur une structure standard, histoire d'aller progressivement dans la présentation. Donc là, je vais nommer ma structure. Donc, je vais dire book, map, book, et je vais la nommer STT pour standard. Et je fais terminer. Donc là, vous voyez, il y a 3 zones qui apparaissent. Il y a cette zone qui représente la zone d'entrée et cette zone qui représente la zone de sortie. Rappelez-vous, le Tmap, ça ressemble très fortement à ce qu'on voit dans un Tmap, où on a une table d'entrée, on a une table de sortie et au milieu, on a une table de variables. Ben, c'est pratiquement la même chose. Et donc, dans notre cas, on va prendre notre structure qu'on a créée, donc qui est book exemple, qu'on va glisser tout simplement dans la structure d'entrée, comme ceci. Et là, j'ai ma structure d'entrée qui apparaît et qui est automatiquement identifiée au format XML. Donc, la structure d'entrée, le format de la structure d'entrée, vu qu'on ne peut pas avoir plusieurs formats pour un seul fichier, donc il est unique. Ensuite, je vais mapper ma structure de sortie. Et donc, ici, je vais prendre ma structure de sortie que j'ai créée, je vais la glisser également ici, dans ma structure de sortie. Et là, vu que par défaut, la représentation de ma structure de sortie était de l'XML, il me propose systématiquement de l'XML. Mais supposons que je veuille ajouter d'autres représentations pour ma structure. Donc, vous voyez ici, quand je déplie Output, il m'affiche 2 dossiers, 2 sous-dossiers. Un dossier liaison de documents. Et donc, dans liaison de documents, il me dit où est-ce que mon document est stocké. Donc, ici, dans ce dossier-là. Donc, je peux aller à l'intérieur du dossier et voir le fichier physiquement dans mon studio. Et j'ai le dossier représentation. Donc, le dossier de représentation, c'est le format de base de mon fichier. Et je peux rajouter d'autres représentations. Par exemple, je peux dire, je veux rajouter une représentation JSON. La représentation, c'est le format de sortie que je veux. Donc, j'ai du JSON, je peux rajouter une représentation CSV, je peux rajouter une représentation IDOC, si j'ai un format IDOC à utiliser, ou FLAT, ou HL7, ou COBOL, Avro, ou MAP. Donc, il y a différents types de représentations qui existent qu'on peut utiliser. Et donc, maintenant que j'ai choisi mes différents types de représentations, dans mon mapping, je peux maintenant dire, finalement, je veux utiliser la représentation JSON. Même pour l'instant, restons sur la représentation XML. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je veux mapper maintenant mon entrée avec ma sortie. J'ai plusieurs options. Première option, je fais du glisser-déposer, tout simplement, ce qu'il y a de plus standard. Donc, je sélectionne la racine la plus haute de ma structure, donc qui est route ici, que je glisse et je dépose entièrement sur ma sortie. Et on peut voir que systématiquement, il reconnaît les colonnes, les noms des colonnes, et il mappe automatiquement l'entrée et la sortie. Et donc, tout ce qui est en entrée se retrouve en sortie par défaut. Et on peut voir en bas qu'il a généré la boucle tout seul. Donc, il sait exactement où est-ce qu'il doit aller chercher l'élément, donc à partir de la route, enfin de l'élément route. Donc, il sait qu'il doit, en dessous de route, prendre tout ce qu'il y a et l'envoyer ici. Donc, on peut voir le pass XML qui est automatiquement
générer. Vous voyez? Donc tout ça, il le fait tout seul. Il est assez intelligent, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Et donc, je peux générer, je peux avoir un aperçu de ce qui va me produire en sortie. Donc, en faisant un clic droit sur ma sortie, je peux faire exécution de test. Donc, quand je clique sur exécution de test, il m'affiche un échantillon de ce que je vais avoir en sortie si je garde ma structure et mon mapping dans l'état. Je peux choisir du JSON. Donc, on peut voir ici, automatiquement, il me dit, bah, si je choisis du JSON, voici à quoi va ressembler ma sortie. Ou encore du CSV, voici à quoi va ressembler ma sortie en CSV. Donc, je peux choisir la sortie que je veux. Ici, si je veux changer définitivement ma sortie XML et l'envoyer en sortie JSON, je peux choisir ici, changer, hop, et voilà. Donc là, maintenant, je passe de l'XML au JSON. Et comment utiliser tout ceci? Ben, c'est assez simple. Pour cela, je passe dans ma perspective intégration. Hop, je change d'écran, s'il veut bien. Allez. Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas content, mais on va le forcer. S'il n'y a pas un petit effet démo, c'est pas drôle. C'est pas drôle, effectivement. Alors, donc là, maintenant, je suis dans ma perspective intégration. Je veux utiliser le mapping que j'ai fait dans la perspective mapping. Donc, tout simplement, je vais créer un job que je vais nommer Mapping Book. Terminé. Bon, je pense qu'il, comme il est midi, il a un peu faim. Et je crois que c'est aussi la chaleur. Ouais, je pense aussi. La chaleur y est pour beaucoup. Il a chaud. Voilà, donc on y arrive. Donc jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Bon, jusque-là, je retrouve des choses assez classiques qu'on peut se retrouver, comme vous le disiez, sur le Tmap. C'est vrai qu'on s'y retrouve. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, on voit qu'on a dissocié la partie mapping des jobs, ce qui n'est pas le cas Voilà, actuellement chez nous, effectivement. exactement. Donc vous pouvez voir que le développeur, il peut très facilement utiliser, enfin mettre en place son mapping. Et une fois que son mapping est en place, ben, il n'a juste qu'à passer à la perspective intégration et l'implémenter dans un job d'intégration. Et donc, nous, ici, on va choisir un composant qui est assez simple, donc qui est le tfile input row. Et à ce composant, on va lui donner le fichier d'entrée XML. Je n'ai pas besoin de connaître la structure de mon fichier, donc je prends juste mon fichier d'entrée, hop, comme ça. Je peux changer ici l'encodage. Et là, je vais prendre mon composant thmap. Mais je vais faire mieux. Vous voyez, ici, dans métadonnées, il y a un lien avec datamapper, ce qui est assez intéressant. Donc, ici, dans Hierarchic Mapper, je vais retrouver le map que j'ai déjà fait. Donc, tout simplement, je vais le glisser ici. Il reprend exactement ce que j'ai déjà configuré. Donc, je n'ai pas à m'embêter à aller choisir le map, puis à le configurer dans l'intégration. Tout est déjà préparé dans le mapping. Et là, je vais prendre également un file output row. File output row qui est là.
et je vais lui dire, je vais mettre mon fichier ici, je vais prendre book ici, comme ça, out, book XML, enregistré. Également, je vais changer le format, enfin l'encodage. Donc ici, je connecte mon composant d'entrée et là, je connecte mon composant de sortie. Je lui donne un nom. Excusez-moi pour les bonnes pratiques. Je vous en prie, je vous en prie. En principe, je devrais nommer, avoir une règle de nommage. Je dirais rien au développeur. Oui, allez-y. Je dirais rien au développeur. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors, donc, maintenant que j'ai mappé mes composants d'entrée avec, mon composant d'entrée avec mon composant de sortie et au milieu mon composant THMap, je peux juste exécuter mon job. Donc, on va voir avant de l'exécuter le nom de mon composant, c'est book XML. Non, plutôt, attendez, j'ai fait une erreur. Vu que j'ai changé mon format, je l'ai mis en JSON et donc l'extension de mon fichier doit être en JSON. Et donc, j'exécute mon job et on va voir, sans trop d'efforts, qui va me créer dans mon dossier de sortie le fichier book out au format JSON. Bon, c'est juste un peu lent parce qu'il est en train de lancer la JVM. Et qui fait 38 degrés. Ouais. Ça n'arrange pas les choses des fois. Déjà, moi, ça tient le coup chez moi, donc c'est bien. Alors, il ne faut pas tenir compte du temps de compilation, hein, parce que après, ça va vite. J'imagine qu'une fois que c'est compilé, après on exécute, il n'a plus à le refaire toute manière. Oui, une fois que c'est compilé, que vous déployez votre job en production, il est très, très, très rapide. Tout dépend de l'architecture cible et des caractéristiques de la machine, bien évidemment. OK, on y est presque. Voilà, il a terminé. Et donc, maintenant, allons voir ce qu'il m'a généré. Hop. Ici, il m'a généré mon fichier Outbook au format JSON. Vérifions le contenu. Et donc, mon JSON est là. Et je peux choisir ici un viewer, un format. Voilà. Aussi simplement. Donc, je suis passé de l'XML au JSON avec très peu d'efforts, sans forcément faire des opérations complexes, puisque le data mapper le fait à ma place. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai encore un autre exemple à vous présenter. Cette fois-ci, on va faire de la sortie multiple. Donc, je pars d'un format d'entrée XML et je veux avoir une sortie multiple. Et donc, c'est le cas de cet exemple client-commande. Donc, j'ai un fichier client-commande qui a les informations du client avec les contacts, l'adresse, puis les commandes qui sont passées par le client. Donc, un client peut avoir une ou plusieurs commandes. Un client peut avoir une ou plusieurs adresses. Adresse de facturation, adresse de livraison. Donc, on peut avoir ce cas-là. Et donc, la structure, elle est auto-détectée par Data Mapper et il m'affiche ici
les différents éléments et les sous-éléments de ma structure. Et donc, tout comme dans l'exemple précédent, on a une structure de sortie qui a été créée et on a un mapping également qui a été créé, donc from XML to CSV, par exemple. Et ça, c'est l'exemple que je vais vous montrer. Donc ici, on voit bien que ma structure d'entrée, elle est comme ceci. Et en sortie, par contre, j'ai différentes tables qui sont représentées par le mot-clé map. Donc le mot-clé map, c'est l'une des options que je vous ai montré précédemment où j'ai le choix de dire je veux faire du mapping simple. Donc, je prends ma structure d'entrée et je la crée en sortie. Ou je peux choisir dans le format SQL un map d'aplatissage. Donc, si vous vous rappelez, donc là, dans ce cas-là, je suis dans un mapping d'aplatissage. Donc, j'ai ma structure d'entrée qui est aplatie ou qui est plus ou moins décomposée en plusieurs sorties. Et donc, chaque sortie est représentée dans une hiérarchie avec l'entête ou la racine qui est le nom de la table qui a été identifiée. Et à l'intérieur, on a les records. Donc, les records, c'est les différentes colonnes qui correspondent à la table que je veux créer. Donc, ici, par exemple, dans adresse, on a les différentes adresses de facturation, de livraison, qui sont tout est mis à plat dans cet exemple. Et donc, ensuite, une fois que mon mapping est fait, je peux l'utiliser dans un job d'intégration, tout comme c'était le cas à l'instant. Donc, je vais retourner dans ma perspective intégration. Cette fois-ci, c'est un peu plus rapide. Et là, je vais vous ouvrir le job backup que je vous ai préparé. Donc, on peut bien voir, je vais zoomer. Là, j'ai ma structure d'entrée qui est embarquée dans le composant input row, tfile input row. J'ai mon thmap qui reprend le mapping que j'ai configuré dans la perspective mapping et j'ai mes sorties. Donc, on peut voir ici que j'ai différentes sorties. On peut faire l'inverse aussi. Hein. On peut avoir plusieurs entrées qui mappent vers une seule sortie. On peut avoir plusieurs entrées qui mappent vers plusieurs sorties ou encore, comme c'est le cas ici, une entrée qui mappe vers plusieurs sorties. Je peux l'exécuter. On va voir ce que ça va générer. Donc, je dois avoir un fichier adresse, un fichier client, un fichier commande et un fichier détail commande. Donc, à partir d'une seule source, je peux générer plusieurs sorties, plusieurs fichiers, ou encore je peux alimenter plusieurs tables de mon SI. Voilà. Donc, il a terminé. On va aller voir. Donc, ça date d'aujourd'hui, à l'instant, 13h40. On voit la table adresse, par exemple. Hop, je fais un double-clic. Donc, on peut voir que toutes mes adresses ont été lues. Donc, adresse 1, client, l'ID client, client 1, client 2, client 3, client 4, rue, enfin, les informations d'adresse, donc rue 1, rue 2, voilà, etc. Donc, on a toutes les informations ici. Client commande. On va voir cette table. Non, pardon, c'est le CSV que je cherche. Voilà, détail commande. Donc, on va voir ici le détail des commandes que mes clients ont passées.
j'ai la commande ID 1 avec la référence produit, le nom du produit, la quantité qui a été commandée, le prix unitaire du produit. Vous voyez, j'ai le détail comme je l'ai spécifié dans mon mapping. Donc, tous ces éléments, je les ai sortis. Je peux voir aussi la table, le fichier client qui m'a généré. Voilà, client 1, client 2, client 3, client 4 et les informations du client. Voilà, donc le TH-map ou le data mapper, en général, vous pouvez avoir des structures complexes en entrée et générer en sortie des structures complexes. Vous pouvez avoir des structures simples en entrée et générer en sortie des structures complexes. Voilà, tous les cas de figure sont présents et à vous de déterminer vos besoins, vos cas d'usage, et Data Mapper vous aidera à les implémenter de la manière la plus simple possible. Et c'est généralement lorsqu'on a des structures complexes qu'on peut utiliser. Lorsqu'on est vraiment dans des cas simples, basiques, ça ne vaut pas le coup. C'est comme si vous mettez une Ferrari pour aller au marché. Ça ne sert à rien. OK. Donc, je vais continuer la présentation. Donc là, dans les avantages qu'on a pu voir en résumé, vous avez un outil visuel qui est adapté à différents formats complexes, qui réduit fortement le codage de votre projet. Vous avez une maintenance qui est assez simplifiée. Donc, on a pu voir que il est possible de modifier des noms de colonnes, de modifier des occurrences, etc. On peut réutiliser des mappings existants et on a un gain de productivité parce que ça, le faire avec un TMAP ou même utiliser des composants propres à l'XML ou propres au JSON, vous allez passer énormément de temps. Alors, bien vrai qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des limites qui ne sont pas forcément des inconvénients, je précise. Alors, les limites, c'est la courbe d'apprentissage, ce que ça va demander pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais utilisé, ça va demander un temps d'apprentissage qui n'est pas négligeable. Alors, ce n'est pas de l'ordre d'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, c'est de l'ordre de quelques jours. Pour un développeur talent, c'est très vite fait. Il y a la version de la licence aussi qui donne accès à cette solution. Et pour des cas simples, comme je viens de le dire, c'est surdimensionné. Donc, on ne va pas prendre, je reprends mon exemple de la Ferrari pour aller juste au supermarché à côté. Ça fait de la dépense pour rien. Donc, il faut bien dimensionner son besoin par rapport à son cas d'usage et par rapport à ce qu'on va utiliser au final comme solution. Donc, à quel moment éviter d'utiliser Data Mapper? Dans les cas simples. Un TMAP suffit ou un TXML map, tout simplement. En conclusion, je dirais pour vous, monsieur le client, le bon outil, ce n'est pas forcément celui qu'on utilise partout, mais c'est celui qui rend le projet le plus simple, le plus clair, le plus durable et le plus robuste. Talent Data Mapper, qui est une brique très pertinente pour les transformations complexes, apporte de la lisibilité, de la réutilisabilité, du confort dans la maintenance de vos jobs, de votre projet, et pour des cas simples, adopter une approche plus légère et qui est souvent la plus efficace. Voilà. Alors, maintenant, c'est bien beau. On a vu le data mapper, on a vu comment ça s'utilise, des exemples, des échantillons. Maintenant, il faut savoir quelle licence me donne accès à cette solution.
Alors, pour bénéficier de Data Mapper, il n'y a que les solutions plateformes qui donnent accès à cette solution. Donc, vous pouvez avoir du data quality management, du big data, du real time, web service, toutes les solutions dont la licence est de type plateforme vous donnent systématiquement accès à Data Mapper et la solution data intégration standard ne donne pas accès à Data Mapper. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Franck, pour ta présentation. C'était très instructif. Merci. Et merci à tout le monde, du coup, d'avoir participé également. Est-ce que... Ciao pour la Intéressant aussi. Attends, les questions, bah, si vous. Ouais, bah, levez la fonctionnalité lever la main, si ça vous va. Si comme ça permet d'avoir l'ordre. Hamdi, tu l'as fait en premier. Oui, merci beaucoup, Franck. C'est très constructif, c'est très. Enfin, on a beaucoup appris. Moi, j'utilisais auparavant le Data Mapper dans le cadre des extracts iDoc côté SAP. Je voulais juste rajouter un inconvénient, ou peut-être ça a été corrigé depuis, c'est qu'on n'a pas la flexibilité qu'on a aujourd'hui avec le TMAP pour ramener de la data au niveau lookup, que ce soit du référentiel, de la transco, pour enrichir notre output. Là, on part d'une structure complexe vers une structure complexe, ou simple, ou complexe, simple, etc. Mais on n'a pas cette flexibilité de faire de l'enrichissement de la donnée dans le parcours d'un job, comme on le fait avec le TMAP. C'était juste une... Oui, en effet. Alors, tout va dépendre de la conception qu'on fait. Généralement, quand on utilise Data Mapper, c'est lorsqu'on a des problématiques d'utilisation de structures complexes. Mon conseil là-dessus, c'est que lorsque vous avez des structures complexes sur lesquelles vous devez travailler, il faut segmenter un peu la conception. Il faut le faire en amont, quoi, peut-être. Voilà, il faut éviter de se complexifier la vie. En amont, j'utiliserai, si j'ai des transformations complexes à faire, j'utiliserai un TMAP, par exemple, pour faire toutes mes transformations complexes. Et le THMAP ou le Data Mapper me servirait tout simplement à mapper mes colonnes et à les sortir dans le format cible. Tout simple. Ou aussi, si je veux juste lire un format complexe, puis ensuite appliquer des règles métiers complexes, je peux très bien utiliser le THMAP pour lire mon format complexe, sortir ma donnée dans un format simplifié et appliquer mes conditions, appliquer mes transformations complexes avec le TMAP. C'est pour moi la méthodologie la plus viable et la plus simpliste possible pour faciliter un peu le travail. Parce que plus on va rajouter de la complexité dans Data Mapper, plus on s'expose à finalement avoir un projet qui est difficile à maintenir. Donc, voilà, il faut pas. C'est une architecture en fait à avoir de développement. Surtout quand on fait du SAP iDoc. SAP iDoc, c'est un cas tout à fait indiqué pour faire du Data Mapper, puisque il interroge directement SAP et il récupère les structures. On n'a rien à faire quasiment. Ouais, c'est pas mal. Et c'est un des pièges juste de Data Mapper, mais c'est pas le sien vraiment particulièrement, mais il ne faut pas toucher aux structures dans Data Mapper. Exactement. Sinon, tu refais un THMAP from scratch. Et puis, de toute manière, quand on touche une structure iDoc, de toute manière, si on envoie un document qui contient un autre format, SAP va vous envoyer bouler, tout simplement, parce qu'il ne va pas du tout apprécier. Donc, on ne touche pas à la structure. Si la structure... On a rarement le cas, parce que généralement, les structures elles sont déjà bien faites, où les gens maîtrisent quand même vachement SAP derrière. Donc, voilà, mais... C'est fait en gros pour manipuler de la structure qui est assez stable quand même. Mais bon, l'avantage de Data Mapper, c'est qu'il va pouvoir faire de la mise à jour. Si une structure est mise à jour, il suffit de la synchroniser dans Data Mapper et ça se fait tout seul. Cool.
Merci. D'autres Alexandre, du coup? questions? Ouais, Oui, Alexandre. Alexandre. Ton micro est coupé, par contre. Ton micro est coupé. Avec le micro, c'est cool. Je voulais dire, et sur la gestion des erreurs, comment ça se passe au niveau de ce composant? Pardon, je ne t'ai pas bien entendu. Sur la gestion des erreurs, comment ça se passe au niveau de ce composant? Alors, pour la gestion des erreurs, on ne va pas les gérer dans le data mapper. On va gérer les erreurs en dehors du data mapper, parce que le data mapper, il sert tout simplement à faire du mapping de vos données. Et par-dessus, on va rajouter une gestion d'erreurs qui soit customisée. Et donc, on peut très bien plugger en fonction du niveau d'erreur que vous voulez remonter ou monitorer. On va rajouter les composantés TCatch, TLogCatcher, par exemple, ou encore on va mettre en place un système de gestion d'erreurs qui soit technique, mais aussi fonctionnel. Parce que la gestion d'erreurs, très souvent, on a tendance à identifier des erreurs techniques. Mais il ne faut pas aussi oublier le cas des erreurs fonctionnelles. Parce que les erreurs fonctionnelles, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment en fait le suivi métier de la transformation de la donnée. Et donc, il faut bien entendu prendre en compte les erreurs techniques. Bon, mon composant, il plante, le composant, enfin, le job, il ne tourne pas correctement ou il a été mal déployé ou j'ai des erreurs sur mon serveur. Ça, c'est les erreurs techniques qu'on peut capter avec le TLogCatcher, par exemple, pour remonter. Ou encore, on peut mettre un système comme ELK qui va capter ces erreurs-là, ou un sniffer, une solution de monitoring des serveurs. Cependant, il faut également, dans la conception du projet, prendre en compte la gestion d'erreurs métier. Et c'est très souvent mal géré dans la plupart des projets qu'on a l'habitude d'auditer. On se rend compte que il n'y a que les erreurs techniques qui sont prises en compte. Mais les erreurs métiers, les erreurs fonctionnelles ne sont pas gérées. Et donc, il faut introduire dans le projet cette gestion d'erreurs fonctionnelles qui va dire, par exemple, le format de la donnée qu'on a lu n'est pas bon. Donc, dans Data Mapper, je vais mapper mes colonnes. C'est du même simple ou complexe, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais en sortie, la donnée, elle est restituée telle qu'on l'a lue. Cependant, cette restitution, est-ce qu'elle correspond au format qui est attendu? Est-ce que le format de ma date que j'ai lu à partir de ma structure complexe, c'est le bon format? Et en ce moment-là, je vais mettre à ce niveau une gestion de log qui va notifier à l'utilisateur dans la remontée de suivi que le format de la donnée n'est pas correct. Ou alors, si j'ai une donnée qui est manquante, je peux très bien rajouter une fonction dans Data Mapper qui va écrire dans une table de log ou qui va écrire dans un fichier de log que cette donnée, elle est manquante. Donc, la gestion de log, de manière générale, elle n'est pas gérée dans Data Mapper de manière poussée. Elle est plutôt gérée de manière globale au niveau projet. Et donc, c'est des éléments très importants. Merci d'avoir soulevé la question. C'est des éléments très importants. Maintenant, il faut choisir quelle solution on va mettre en place. Par exemple, si tu fais un mapping entrée-sortie et que tu as une date et qu'en fait, on ne t'envoie pas une date en entrée, et comme c'est un élément complexe, tu n'as pas pu analyser, par exemple, ton fichier en amont, comment ça plante au niveau de ce composant-là ou ça plante en dehors? C'est juste pour... Parce que moi, j'ai travaillé il y a très longtemps. Je suis très content de la présentation, parce que moi, je travaillais il y a 10 ans, il y avait sur ce composant, il n'y avait rien. Et il manquait le DSQL, là, tout ce que vous avez présenté, donc c'est top. Il a beaucoup évolué dernièrement. Il y a vraiment de problèmes de typologie, dès qu'on avait des éléments en erreur, et on ne retrouvait pas les cas d'erreur. On avait du mal à comprendre ce qui se passait dedans. Juste savoir si ça existe encore ou peut-être que c'est peut-être mieux. Alors, le produit, effectivement, je vais dans ton sens. Le produit
dans ses premières années, n'était pas suffisamment mature, il faut dire ce qui est. Et donc, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a été nettement amélioré et fortement amélioré d'ailleurs. On n'est pas tous ces langages comme le SQL, le DSQL qui étaient embarqués. Et donc, au moindre mapping ou même à l'import d'une structure, on avait déjà un plantage. On avait des erreurs qui s'affichaient de partout. Aujourd'hui, vous avez pu voir que j'ai pu faire en live, ce qui n'est pas donné, surtout avec Datamapper, j'ai pu faire un mapping d'une structure d'entrée avec une structure de sortie. J'ai pu exécuter un job d'intégration avec ce mapping et avoir mes données en sortie. Mais pour la gestion d'erreurs, si par exemple ma structure source comporte des erreurs, c'est à moi de mettre le curseur et d'implémenter mon job de telle sorte que cette erreur-là, elle soit détectée bien avant que j'arrive dans mon data mapper. Puisque dans le data mapper, c'est moi qui fixe les conditions et même les fonctions à utiliser. Si je veux que la colonne soit mandatory et que ma donnée, elle n'existe pas en entrée, ben data mapper, il va dire, ben attends, tu m'as dit que tu veux que la colonne soit mandatory, mais à la lecture, je vois que la colonne, elle est vide. Donc, je dois gérer cette erreur en amont. Et pour gérer cette erreur en amont, soit je fais ma lecture, je fais une première lecture de ma donnée à partir de mon THMap et je gère les erreurs. Donc, je peux avoir une première étape qui me gère les erreurs ou encore, je peux dire, ben, je ne mets pas de conditions dans mon mapping, je gère les erreurs en sortie du mapping. Donc, une fois que j'ai mis à plat ma structure, je peux maintenant mieux me focaliser sur les erreurs métiers ou les erreurs fonctionnelles. Et moi, j'irai dans cette deuxième solution-là. D'abord, je me concentre sur la lecture de ma structure. Parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Sinon, je pète tout. Prêtez-moi le terme. Okay. Voilà. Donc, je fais d'abord ma lecture de ma structure. Une fois que j'ai lu ma structure, j'ai mes données qui sont mises à plat, je peux facilement me concentrer sur la gestion des erreurs. Est-ce que mes données sont conformes par rapport aux attentes métiers, aux règles métiers qui m'ont été fixées? C'est beaucoup plus facile de concevoir le projet dans ce sens que de le concevoir dans le sens inverse, où dès le début, je n'ai même pas encore lu ma donnée, que je commence à mettre des garde-fous, ça sera compliqué pour la suite. Je préfère le faire après avoir lu mes données. Et pour le mapping, je ne mets pas de règles complexes dans mon mapping. J'utilise tout simplement le mapping standard et c'est uniquement en sortie de mon mapping, une fois que j'ai généré mon fichier plat de sortie, que je peux maintenant appliquer mes règles métiers. Enfin, c'est ma façon de concevoir cette problématique-là. Après, il peut y avoir différentes façons de le faire. Hein. Ok, merci pour ta réponse. Okay. Je t'en prie. Je pense qu'il est 14 D'autres Pardon? J'ai plein de questions, mais je vous enverrai peut-être plus tard. Faut que j'y aille. Oui, après effectivement. Oui, vas-y. Je disais, là c'est que bon, on a un petit peu dépassé. C'est la première capsule, hein, donc on a un petit peu dépassé l'heure, mais bon, après s'il y a des questions, faut pas hésiter à en poser aussi, peut-être dans le canal. Je publierai le replay aussi. Il y aura l'espace du coup en commentaire. Parce que Datamapper c'est tellement riche. Enfin, on peut pas tout aborder dans une capsule. Et il y a tellement de choses dedans, et puis il arrête pas d'évoluer. Dernièrement, il rajoute plein de trucs. Les exceptions, c'est vrai que moi j'ai aussi tendance, un peu comme Franck, à les gérer en amont, à contrôler la qualité en amont.
Et derrière, comme ça, dans Data Mapper, j'ai quelque chose qui est stable et j'ai pas de problème. Parce que SAP, pour en avoir fait quand même pas mal, c'est bien d'avoir quand même quelque chose qui est stable déjà à l'entrée. Et moi, derrière, par exemple, quand je fais du SAP, les iDocs, pour des raisons de traçabilité, je les trace un par un. Et j'ai un fichier qui me permet d'acquitter que ça a bien été envoyé. Parce que le scénario, enfin, je vais pas m'étendre trop, mais quand on travaille avec SAP, on a souvent des personnes qui disent « Ah, bah, j'ai pas reçu l'iDoc » et ça peut être pour X raisons. C'est bien de pouvoir prouver que l'iDoc, il s'est bien passé chez toi et que tu l'as bien généré, que tu l'as bien envoyé. Il faut avoir cette dimension de bah, en fait, j'ai généré, je l'ai envoyé, donc c'est pas de mon côté. Et ça m'est arrivé en fait que derrière, c'était dans SAP, la personne avait oublié d'enlever un filtre, tout simplement. Mais voilà, c'est bien d'avoir ces preuves quand on génère des données critiques, d'avoir des preuves de ce qu'on a fait.